Salut tout le monde, salut Emery. Salut Médoc. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+. C'est un numéro qui aurait dû passer la semaine dernière, mais avec l'agenda, les histoires à table et compagnie, tout ça, voilà, bon, il passe que cette semaine. Mais c'est pas grave parce que du coup, ça nous a laissé le temps de bosser un petit peu nos sujets. Des sujets que vous allez découvrir, notamment à travers le sommaire qu'on va vous balancer tout de suite. Et on commence ce Classé 18+, avec l'interview du dessinateur de Sex Criminals. C'est une BD, donc ça change dans Classé 18+. On enchaîne avec la critique de Mortal Kombat 10. Et on termine avec la critique de Five Nights at Freddy's 3. Mais tout de suite, les news. On reste dans l'action, mais qui se prend peut-être un petit peu moins au sérieux, et ce trailer de Just Cause 3 qui nous donne un petit aperçu de ce qu'il sera possible de faire. On sait donc qu'on pourra rentrer dans des jets en vol en giclant le pilote, et ça c'est intéressant je pense. On retrouvera ici Rico Rodriguez qui bosse désormais à son compte, et qui pour le coup retournera sur Medici, son archipel natal, pour y renverser le dictateur en place. Bien évidemment, le grappin et le parachute feront toujours partie des accessoires de base de Rico. À cela vient désormais s'ajouter la wingsuit, histoire de tenter des actions aériennes encore plus niquées de la tête. On aura, comme le montre le trailer, du véhicule dans tous les sens, avec donc un maximum d'opportunités de cascade, mais aussi d'explosion. On est conscient que ça peut sonner gamin, mais c'est exactement ce dans quoi le précédent Just Cause excellait. La bagarre, les cascades et les explosions, le tout sur un terrain littéralement massif. On espère du coup que ce troisième épisode versera exactement dans le même délire, tout en profitant de la puissance des dernières consoles de salon. Just Cause 3. Au cours de ces derniers mois, vous avez peut-être été chauffé par le retour de Mad Max au ciné, et on devrait pouvoir se faire plaisir d'ici quelques jours. En jeu vidéo, en revanche, on devra attendre septembre prochain pour voir ce que Avalanche Studio, le même dev que Just Cause, nous a préparé. My name is Max. Pour commencer à nous stimuler, Warner a balancé récemment ce trailer de gameplay qui nous montre quelques mécaniques. L'occasion pour nous de constater qu'a priori, ce n'est pas ce Mad Max qui révolutionnera l'industrie du jeu vidéo. On pourra ainsi upgrader son équipement et sa caisse, histoire de mieux vivre les affrontements dans ce désert. Il faudra également récupérer du matos dehors, qui servira de matière première. Pour survivre, vous devrez bouffer tout ce que vous trouvez et mettre des patates de forain à vos agresseurs. Enfin, en aidant les gens, on obtiendra de l'aide en retour. Toutes ces features se traduisent par des mécaniques que l'on a effectivement déjà vues quelque part. En revanche, l'ensemble a l'air relativement beau et on est plutôt impatient de voir quelles seront les sensations au volant de notre caisse. Defeat your enemies and reclaim the life they stole. You will survive because you are Max. On reste avec Warner, qui a décidément le nez creux quand il s'agit d'éditer du jeu, et le prochain Batman, qui à travers ce trailer nous montre que le Chevalier Noir ne sera pas le seul à se friter contre les méchants. On découvre ici la fonctionnalité Dual Play, qui permet à des personnages comme Nightwing, Robin ou encore Catwoman de prendre la relève le temps de quelques coups de savate. Et Batman en aura bien besoin puisqu'il devra se coltiner en plus des classiques pingouins, épouvantail et double face, toute une putain d'armée. Disponible d'ici quelques semaines, on sera de toute manière amené à vous reparler de cet Arkham Knight dans cette émission. De toute manière, le jeu est passé 18+, donc on n'a pas vraiment le choix. Des jours sombres, Batman. La prophétie se réalise. Le feu renaît des cendres d'Arkham City et Gotham brûle avec elle. Je peux voir le même feu dans tes yeux. Et avant l'aube, il t'aura consumé. Gotham aura besoin d'un nouveau sauveur, d'un nouveau gardien, d'un nouveau Batman.
Are we awake? Une petite news pour vous annoncer la sortie de The Consequence, la suite et fin du premier DLC de The Evil Within. Cette deuxième extension nous remet dans la peau de Julie Kidman, la collègue de Sebastian Castellanos. Elle reprend donc le point de vue de l'inspectrice dans une aventure toujours aussi gore, toujours aussi angoissante, mais surtout pleine de révélations par rapport à l'histoire principale. Un DLC long d'une grosse poignée d'heures qu'il est possible de se procurer sur à peu près toutes les consoles dignes de ce nom depuis le 21 avril. You're afraid of us. There are some things here that are to remain in the dark. No! Get away from me! Stop running. This whole project was about deceit. You are not required to trust us. They're bad people. Let me in. Une autre petite news rapide maintenant, juste pour vous prévenir que Overkill The Walking Dead, un jeu de shoot en coop dans lequel Kirkman en personne est complètement impliqué, devrait en plus de sa sortie sur PC, se pointer sur Xbox One et PS4. En effet, le créateur de la série The Walking Dead taffe depuis un certain temps avec Overkill Software, le développeur des Payday, sur ce shooter dont on ne sait pas grand chose. Alors le trailer est sympa, hein, mais il serait peut-être temps de nous montrer des images de jeu. Non, parce qu'on est méfiants nous. Walking Dead, FPS, ça rappelle des souvenirs dégueulasses. Et on termine ces news avec une annulation, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'il s'agit de celle du très attendu Silent Hills. Annoncé en premier lieu le 25 avril dernier par Guillermo del Toro lors d'une conférence, et relayé ensuite sur Twitter, l'abandon définitif du projet a finalement été officiellement confirmé par Konami 2 jours plus tard. On parle bien ici de Silent Hills, c'est-à-dire le projet qui devait faire intervenir Del Toro donc, mais aussi Kojima Hideo et l'acteur Norman Reedus. L'avenir de la série Silent Hill n'est donc pas nécessairement compromis, si tant est qu'on ne considère pas la série morte depuis longtemps déjà. Conséquence directe de cette annulation, ou simple expiration de la période de distribution, Pity a été retiré du PlayStation Store le 29 avril. On ne savait de toute façon pas vraiment s'il s'agissait d'une démo jouable à proprement parler, ou bien d'une simple note d'intention sans grand rapport avec le produit final tel qu'il était imaginé. Pas plus qu'on ne sait si l'abandon de Silent Hills est une simple conséquence du départ de Kojima de chez Konami, ou bien s'il témoigne d'un désintérêt grandissant de l'éditeur pour le jeu vidéo console. Bon ben Silent Hills annulé. Merde. Merde, parce que, hey, quand même, sur le projet, t'avais des personnes intéressantes. T'avais des personnages, t'avais Guillermo del Toro, t'avais Kojima Sensei, t'avais Norman Reedus, Daryl dans The Walking Dead, là, qui devait participer à tout ça. Et puis finalement, en fait, non, c'est annulé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kojima, Konami, qu'est-ce qui se passe? Émeric, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas grand-chose. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs, des rumeurs insistantes sur un départ éventuel de Kojima, donc qui a été avéré, qui est effectif, qui est donc Kojima, donc qui quitte Konami. Et donc, il y a aussi eu des rumeurs concernant donc sa relation avec le président donc de Konami. Apparemment, ils s'entendaient pas les mecs. Enfin, ça, pour le coup, on est vraiment dans la rumeur. C'est la rumeur. Mais tu peux te dire oui, enfin. C'est pas invraisemblable dans la mesure où des gens comme Kojima, c'est des personnages, c'est des personnalités. Ouais. Et tu peux en avoir qui ont... Voilà, ça reste en tout cas, pour Konami, un ego à gérer. Tu dois gérer ton... Tu peux retrouver un petit peu ce cas de figure avec Nomura et Square Enix, c'est-à-dire que tu dois gérer un personnage qui a beaucoup de talent,
mais voilà, qui a envie de faire son jeu et qui a envie de prendre son temps pour faire son jeu et de disposer d'un maximum de ressources. Mais toi, derrière, tu as des impératifs économiques et compagnie. Ça. Donc, tu le pousses au cul, sors-nous ton jeu. Et ça peut peut-être générer des frictions. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, mais ça peut peut-être être un scénario, voilà. Mais alors du coup, Kojima, Konami, c'est clair, ils vont plus taffer ensemble, même si, enfin, ils vont plus taffer ensemble, je sais pas. Ce que je sais, c'est que Kojima déjà il va terminer son Phantom Pain. Ça déjà c'est bien. Vu l'avancement du jeu aussi, c'était normal. Le jeu, il y avait déjà les mécaniques, dommage. Ça aurait été triste. Maintenant, Konami et le jeu vidéo d'une manière générale, parce que tu te sépares de Kojima. En termes d'image déjà auprès des gamers, c'est quelque chose, c'est fort comme ça. Et est-ce que, au final, qu'est-ce qui te reste comme franchise? Qu'est-ce que tu fais encore dans le jeu vidéo? C'est la question qu'on peut se poser. C'est la question qu'on peut se poser parce que nous, on voit tout ce phénomène d'un point de vue de joueur. Donc oui, il y a Kojima qui s'en va, c'est triste. Mais si tu vois le problème en tant qu'économie, qu'est-ce qui justifie qu'un créatif, qu'un membre de Konami, aussi créatif soit-il, puise autant de ressources si finalement derrière les jeux qu'ils proposent sont pas aussi bénéfiques, sont pas aussi rentables que ça. Konami ils s'en sortent bien au Japon avec leur jeu d'arcade, leur jeu d'argent, peut-être du jeu mobile. Ils s'en sortent bien les mecs. Mais après, avoir une personnalité comme Kojima, c'est quand même, ça fait partie des assets intéressantes. Je veux dire en termes d'image. C'est sûr. Voilà, on va voir. Ils ont l'air un petit peu perdu dans cette histoire d'ailleurs. La révélation du divorce de Kojima et de Konami, elle n'a même pas été faite par Konami ni par Kojima. C'est des tweets, voilà, Guillermo del Toro, Norman Reedus qui dit c'est dommage, c'est truc. Et derrière, Konami se contente de suivre, de faire un style de contrôle damage limite. Oui, effectivement, c'était vrai cette heure. Voilà, donc c'est on a l'impression qu'ils savent pas trop où ils en sont. On espère qu'on aura tout de même du gros jeu avec Metal Gear Solid The Phantom Pain et on espère qu'ils vont rester aussi dans le game parce que en fait de game il va plus exactement en être question maintenant. J'essaie de trouver une transition numérique. Ça serait quand même bien si Hideo Kojima faisait de la BD. Ah ouais, c'est pas mal ça comme transition ça, parce qu'on voudrait parler de BD avec le dessinateur donc Chip Zdarsky qu'on est parti interviewer et qui nous a parlé de Sex Criminals. Sex Criminals, c'est une BD dans laquelle tu as trouvé des vignettes un petit peu fortes de café. C'est la raison pour laquelle on diffuse ça dans Classé 18+, et pas dans À lire à voir, parce que autrement on aurait des problèmes. À lire à voir mais secrètement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on regarde tout de suite ça, c'est Kron qui a fait cette interview. Hello, France. It's me, Chip. I love you. I've always loved you. I love running my fingers through your French hair, staring into your French eyes, caressing your French skin. And I hope you'll purchase our French edition of Sex Criminals, available through Glenat. It is sexy, but not too sexy, and criminal-ish, but not too criminal-ish. So yeah, you can enjoy it with the whole family, except not the whole family. Did I mention I love you? Belle déclaration de Chip Zdarsky, le co-auteur et dessinateur de Sex Criminals, disponible chez Glénat depuis le 15 avril, qui relance ainsi leur label comics. Dessinateur depuis 15 ans, auteur de séries assez confidentielles comme Prison Funnies et Monster Cop, il est aussi illustrateur pour le National Post. Il a rencontré en ligne il y a plusieurs années Matt Fraction, scénariste entre autres de Hawkeye, avec qui il travaille désormais sur Sex Criminals. C'est le premier titre de cette envergure pour Chip Zdarsky. Seul problème, les deux co-auteurs habitent chacun sur une côte différente du continent américain. At the beginning of working together, it was tricky because he's on the West Coast and he has kids. He would only ever be able to talk to me on the phone about the book after he put the kids to bed, which is around midnight, 1 in the morning my time. So we'd end up staying up really late, just kind of giggling and talking about all of our old sexual experiences and talking about girls. And it was funny. I think my girlfriend started to get a little jealous. She's like, why isn't Chip coming to bed? He's up talking to Matt again. We fell into a routine after a little while because it's all pretty much email. We'll talk on the phone once an issue just to kind of figure things out. S'ils ont l'occasion de se croiser en convention, la plupart du travail se fait donc à distance pour eux deux, depuis le début. And so he pitched me the idea. He was like,
I still have the emails like, hey, do you want to do a comic where people have sex and they stop time and rob banks? And I was like, yeah, of course I do. And we kind of worked it all out quickly. Like, it was like 3 or 4 hours of just emails back and forth where we came up with characters and situations, and it was easy enough to do because it felt like it was just for us. Like, we were just like trying to make each other laugh, and even doing the first issue, like it was Matt writing for me and me drawing for Matt, and we didn't expect anyone else to enjoy it, really. We thought we'd be canceled after 3 issues, so. Heureusement, le succès est au rendez-vous et l'œuvre remporte l'Eisner Awards de la meilleure série en 2014. When I got the Eisner, you have to go on stage to get it, and I just grabbed it and just like wanted to run away with it. And before somebody went, oh wait, no, that wasn't for you. Oh, that was a mistake. Like, it doesn't seem very real. A lot of it's to do with the fact that when you're working on a comic, you work by yourself in a room, alone, so lonely, all day long, and just you don't even think about other people enjoying the work because you're so busy by yourself making it. So to go from working by yourself to an award ceremony with tons of people that like your work is weird, and it's unsettling. Because also as an artist, I hate myself. All artists pretty much hate themselves, so if someone gives you an award, you're always like, that's a mistake. Sex Criminals met en scène la rencontre de John et Suzy, deux personnes qui arrêtent le temps quand ils ont un orgasme. Ils profitent de ce pouvoir pour dévaliser quelques banques, dans l'espoir tout d'abord de sauver une bibliothèque. Les deux auteurs envisagent donc comment les deux protagonistes ont géré la découverte de leur sexualité, en même temps que leur étrange pouvoir. The funny thing is, when we started working on the book, the plot was from the man's point of view, from John's point of view, and it wasn't working. Like, we kept thinking, there's something missing here. Then we realized we're just a couple of middle-aged, straight white guys talking about a straight white guy. And that's the easy way out. That's boring, frankly. And so as soon as we switched it over to Susie, the female character, it became a bit more challenging. Édité aux États-Unis par Image Comics, le duo a bénéficié d'une liberté totale et a pu travailler selon ses règles et ses envies. And our only kind of rules that we have kind of internally between Matt and I is if there's sex in the comic, it is never designed to titillate. It's never designed to arouse a reader. One of the safeguards against that is the fact that the models that I use, like I have friends that model for the characters of John and Susie, and I love those guys, and I don't want to put them in a position where they're overly sexualized in the comic, because I respect both of them, and the sex in the story is about the story. If ever there's a sex scene in the story, it's to further advance the plot or the character development. L'histoire se déroule en partie dans les années 80, une époque où la pornographie n'avait pas encore cette accessibilité instantanée qu'Internet lui a donnée. À l'époque, il fallait se déplacer en boutique spécialisée pour se procurer ce matériel pour adultes. I feel like the idea of going out to procure sexual materials now is become a fetish in itself. Like you just said, like you don't want to be recognized. So as an element of danger for people if they want to go to the sex shop to purchase their items. In Sex Criminals, we talk a lot about the idea of porn in the woods. The fact that so many people, especially of my generation, their first discovery of pornography was in the forests. Like you walk through a forest and all of a sudden you find an erotic magazine. Like who's leaving these magazines out there? I always pictured like these weird middle-aged men like, bye honey, going for a walk. Walk out in the forest with your magazine, leave the magazine there. When I was young, my friend and I found like a whole garbage bag full of old Playboys at the dump, the town dump. And we dragged it to the woods. We found a tree that was hollow. We just like filled it with pornography. It was a giant porno tree, which, you know, only lasted so long. It gets moldy and it's just pretty gross. Yeah. There's a tactile nature to it. Like whenever I find rotting, moldy paper, I get sexually aroused now. Laissons cheap à ses traumatismes d'adolescence et à ses fantasmes. Sex Criminals compte pour l'instant 2 volumes aux États-Unis et est toujours en cours de publication. De simples passages chez nous pour fêter la sortie française de son album, le dessinateur a dû donc repartir très vite au Canada, pour que ses héros, eux, puissent passer du bon temps. Alors merci Cron, pour ceux qui connaissent, c'est Cron qui est parti
nous obtenir cette interview. Donc Kron qui s'occupe de à lire à voir sur nos lives, je crois que c'est le jeudi. C'est là où on va te parler d'anime manga. Alors petite anecdote, alors cela on est dans 18+, donc petite anecdote 18+. Quand on a réfléchi, quand le staff a réfléchi à cette rubrique, au début on s'est dit tiens on va appeler ça avoir à lire. Puis après on s'est dit attention les gens ils aiment bien les acronymes. Et du coup on s'est dit non on va appeler ça à lire à voir. C'était la petite anecdote 18+. On va faire une critique maintenant, Emmerich. La critique de Mortal Kombat 10. C'est véridique, juste pardon. C'est véridique l'anecdote que je vous raconte. C'est pas fait pour une blague. C'est une vraie anecdote. Voilà. On va voir quoi, Emmerich, pardon? Mortal Kombat 10. Ah bah c'est bien ça. Tu connais bien Mortal Kombat toi? Je connais comme tous les jeunes qui ont eu une machine 16 bits qui ont joué à Mortal Kombat 2. Et puis les mecs qui se mettaient des patates mal animées, et puis comme ça. J'ai joué à ça, mais je t'avoue que c'est pas du tout ma came. Bah moi j'aimais bien, je trouvais ça assez drôle au début, mais apparemment le dernier épisode est un peu plus tombé dans le sérieux et ça marche pas forcément très bien. Ça je sais pas, c'est Moguri qui s'est occupé de la critique. Bah écoutez, je vous propose de voir tout ça ensemble tout de suite. C'était au milieu des années 90, en plein règne partagé de Capcom et SNK sur la baston 2D. Alors que beaucoup prêtaient allégeance à l'un ou l'autre comme on se déclarait Beatles ou Stone dans les années 60, d'autres jouaient à Mortal Kombat 2. Et, parfois, au détour d'un uppercut bien placé, la tête d'un certain Dan Forden apparaissait dans un coin de l'écran en criant Toasty, constituant ainsi un des easter eggs les plus connus et repris du jeu vidéo. C'était aussi, avec les Babalities et autres friendships, un signe de second degré salutaire au milieu d'un océan de violence gratuite et d'esthétique douteuse. Un genre d'appel de phare de la part des développeurs qui semblait nous dire « Non mais vous inquiétez pas, on se prend pas vraiment au sérieux avec nos Liu Kang et nos ninjas multicolores ». Et c'était plutôt chouette, ça nous permettait de nous amuser sans trop de complexe avec ce qui avait pourtant toutes les raisons d'être considéré comme le petit frère un peu teubé du jeu de baston. Celui qui énerve tout le monde avec son t-shirt Papa Roach et sa grosse chaîne de portefeuille, qui prend des cours de ninjutsu au gymnase du coin et qui ricane grassement quand il voit un type se faire décapiter dans le film interdit aux moins de 16 ans qu'il a réussi à gratter en cachette. Le monde a changé. 20 ans plus tard, Mortal Kombat est censé avoir grandi. Il ne s'habille plus pareil et c'est déjà pas mal. Il a troqué ses acteurs numérisés pour un Unreal Engine 3 un peu daté mais toujours efficace, du moins en combat. C'est beaucoup moins le cas lors des nombreuses scènes du mode histoire, qui peinent à faire tenir un 30 FPS poussif et assez désagréable. Mais qui joue à un Mortal Kombat pour son mode histoire? Bah des gens mal avisés. Des gens qui vont devoir se taper 5 ou 6 heures de scénarios beaucoup trop sérieux et de personnages au nom et au design complètement foutus qui se mettent dessus par QTE débiles interposés entre deux combats jouables. Les tours de combat, qui regroupent comme à l'époque les classiques modes arcade ou survival, font bien mieux le travail quand il s'agit d'apporter un contenu solo digeste, sans pour autant faire oublier l'absence de mode défi, qui aurait pu apporter un peu d'intérêt et de challenge en proposant de réaliser différents combos avec chaque personnage comme ça se fait un peu partout ailleurs. Mais il faut croire que l'intérêt de Mortal Kombat 10 n'est pas spécialement dans la technique. On parle après tout d'un jeu qui reste résolument accroché à son gameplay à 5 boutons, dont un de garde, et qui conçoit principalement les enchaînements comme une suite de commandes prédéterminées, à la manière des target combos de Capcom. Exit les vrais cross-up ou les combos originaux alors. Chaque personnage a ses 2 ou 3 enchaînements de choix à placer dès que possible, et la garde s'ouvre principalement avec la chope et les variations entre attaques hautes et basses. En balançant quelques coups spéciaux un peu au pif aussi, puisque nombre d'entre eux peuvent toucher très loin et très rapidement, tout en étant parfois complètement safe. Mais c'est aussi ça Mortal Kombat. Ça et une certaine rigidité dans les mouvements qui reste ici très présente malgré une animation assez fluide. En résulte une prise en main potentiellement déstabilisante, voire carrément désagréable pour quiconque n'a pas vraiment eu l'occasion de se frotter à la série ou au plus récent Injustice, auquel Mortal Kombat 10 fait d'ailleurs un emprunt majeur en l'espèce des interactions avec le décor. On pourra effectivement, à certains endroits clés de chaque arène, se servir de l'environnement pour attaquer l'adversaire ou se déplacer plus rapidement, pour par exemple se sortir d'un coin. Une bonne manière de rendre encore plus confus et bourrin des combats qui ne donnent à première vue pas vraiment l'impression d'en avoir besoin. Mais il ne faudrait pas s'imaginer pour autant qu'il n'y a rien à tirer de plus que du gros bordel des combats de Mortal Kombat 10. Avec ses systèmes de coups EX, de combo breaker ou même de juggle, le jeu mérite d'être creusé un peu, et la maîtrise de ses mécaniques paye assez rapidement.
Peut-être un peu trop d'ailleurs, quand certains combos peuvent arracher 70% d'une barre de vie sans qu'on sache trop pourquoi. Mais le fait est que Mortal Kombat a grandi et qu'il entend désormais offrir un peu plus de profondeur que par le passé. Ça se sent particulièrement dans les 3 versions de chaque personnage, qui viennent par exemple modifier l'éventail de coups de Sub-Zero en lui permettant d'user de sa glace pour matérialiser des armes, des boucliers ou bien des clones. Ces variations ne sont pas énormes, mais font tout de même le travail quand il s'agit de diversifier un peu les combats et d'adapter légèrement chaque personnage à son utilisateur. Et si l'on reste à des kilomètres de la complexité et de la profondeur qu'affichent la plupart des jeux de combat à la japonaise, les efforts sont là. Dommage alors que Mortal Kombat 10 ne fasse que très peu d'efforts pour introduire son système aux joueurs, à part un tutoriel extrêmement court. Pas plus qu'il ne fait d'efforts d'ailleurs en matière de réglage d'ergonomie ou de portage sur Windows, plateforme sur laquelle il aura fallu attendre plusieurs jours après la sortie du jeu pour qu'il soit jouable. Ce pourtant était bien plus utile que la crypte par exemple, qui déploie une quantité assez impressionnante de bonus débloquables plus ou moins intéressants dans une sorte d'ersatz de dungeon crawler en vue subjective assez indigeste. Il faudra pourtant bien y passer puisque c'est là qu'on débloque nombre des fameuses fatalities et brutalities qui constituent, avec les attaques rayon X, peut-être à la fois le plus gros point fort et le plus gros problème du jeu. Très inventive quand il s'agit de donner corps à la violence et la souffrance les plus exacerbées, ces attaques remplissent complètement leur rôle de défouloir un peu dégueu. Mais un peu trop bien justement, assez pour prendre une place peut-être trop importante dans le jeu, qui devient alors un simple étalage de gore gratuit. Un étalage assez concon et pas loin d'être obscène, qui ne trouve malheureusement plus vraiment de contrepoint comique. Fini les Toasty, les Animality ou les Babality. Fini aussi l'acteur ringard exilé d'Hollywood. Johnny Cage est maintenant un combattant vaguement vanneur parmi d'autres combattants qui prennent très au sérieux l'histoire et le contexte complètement absurde dans lequel ils sont embarqués. Là où nous attendent un dieu renégat et ses sbires démoniaques. Alors, peut-être que ce second degré salutaire est simplement mieux caché qu'auparavant. Mais le fait est que voir Mortal Kombat 10 évoluer peut être assez gênant. Pas gênant dans le sens « c'est dégueulasse, regarde, il y a les boyaux partout ». Gênant dans le sens « merde, mais je joue vraiment un gros jeu de beauf là en fait ?» Johnny arrive! La fin est proche. Avec son système de jeu sympa mais pas fou, son manque de finition et sa ribambelle de DLC déjà lancée, Mortal Kombat 10 ne part pas avec les meilleurs atouts pour convaincre en tant que jeu de combat. Il peut toutefois constituer une alternative aux titres plus complexes et plus durs à apprivoiser. Mais ce dernier épisode confirme également une tendance que l'on pouvait déjà percevoir dans le précédent. Une tendance au sérieux, à un premier degré qui, s'il n'est pas réel, est au moins plus apparent. Ainsi, bien plus que ses prédécesseurs, Mortal Kombat 10 peine à faire oublier les origines un peu foutues d'une série qui s'est d'abord vendue pour sa violence exacerbée bien plus que pour ses qualités ludiques. C'est assez idiot dans le principe, mais on peut très bien s'en foutre ou même s'en réjouir tant que c'est assumé et joué à fond. Et en se délestant de quasiment tout son contenu idiot et potache, ce 10e épisode va peut-être trop loin de l'autre côté. En jouant les sérieux, il risque paradoxalement de devenir complètement débile. Comme ce petit frère teubé qui écrit sérieusement combat avec un K en s'imaginant trop dark avec un 4. Je préférais quand on était dans le même camp. Eh Moguri, comment vas-tu? Ça va très bien, ami du Sud. Bon, alors, est-ce qu'on peut parler de jeux vidéo un peu dans cette émission? On va parler au bout d'un moment Vas-y, là, on vient de voir ta critique de Mortal Kombat X. Ah oui, Mortal Kombat X, effectivement. C'est pas comme ça que tu le dis dans la critique. Non, c'est pas comme ça, parce que je crois que c'est la pire manière de le prononcer. C'est la pire. Ouais. C'est effectivement la pire. Voilà, donc Mortal Kombat 10. Alors, bon, t'en as pas pensé tout est bien. Non, mais en fait, c'est assez... voilà, je pars d'un... Enfin, j'ai un a priori sur cette série. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Je peux me planter, mais c'est ancré en moi. J'arrive pas à comprendre comment on peut la prendre au sérieux. Pour moi, c'est impossible. Tu ne peux pas jouer à Mortal Kombat au premier degré. Ouais. Enfin, j'en ai l'impression. J'arrive pas à concevoir comment c'est possible. Ouais. Tu peux pas arriver dans un univers dans lequel t'as des ninjas bleus qui s'appellent Sub-Zero parce qu'ils font de la glace. Dans lequel, dans un épisode précédent, il y a un personnage, c'est un japonais, ils ont dit comment on va l'appeler Shujinko. Shujinko, ça veut dire personnage. Le personnage principal, si je me gourre pas. Non, c'est pas possible, tu peux pas prendre ça au sérieux. Oui, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de jeux de combat que tu peux prendre au premier degré. Non, mais voilà, en fait, le truc, c'est que jusqu'ici, pour moi, dans Mortal Kombat, t'avais le jeu te montrait toujours qu'il se prenait pas au sérieux. De manière plus ou moins fine, plus ou moins habile. Hein. Tu vois, j'en parle dans la critique, ce Toasty, le mec qui apparaissait, les Babalities, les Friendships, tout ça, qui ont
tu vois, je dis c'est plus ou moins fin parce que ces Babalities et ces Friendships, en réalité, elles sont arrivées dans le 2e épisode. Et c'était une sorte de réponse un peu, comment dire, de mauvaise foi aux personnes qui disaient mais c'est beaucoup trop violent votre jeu. Bah non, regardez. En fait, on était dans la vanne depuis le début. Voilà, c'est ça. C'est juste donc, vous n'avez pas de second degré. C'est ça. Donc c'est un peu comme, mais l'air de rien, le jeu te montrait qu'il se prenait pas au sérieux. Là, je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Et du coup, si tu veux. Il se prend pas au sérieux parce qu'il exagère énormément dans sa violence et tout ça. C'est exacerbé à un point abusé dans les fatalities, etc. Et donc, ça devient les joueurs qui doivent faire cet effort, entre guillemets, de dire « mais non, mais c'est pas sérieux ». Tu vois ce que je veux dire? Au lieu que le jeu te le montre de manière claire, voilà, il fait des choses et toi tu dois te dire derrière, bon ben ça doit être au second degré. Mais sauf qu'à côté de ça, quand je regarde le scénario, enfin tu sais le mode histoire, quand je regarde ce trailer, donc avec la musique de System of a Down, monté par le titre de System of a Down, personnellement, et je peux me tromper encore une fois, je ressens pas ce second degré. Apparemment, j'y vois vraiment du sérieux. J'y vois genre des personnages et des gens qui ont créé ces personnages qui croient vraiment à leurs histoires. Et là ça commence, je trouve que tu sais, ça va. Cet épisode ça passe peut-être encore, mais s'ils vont à fond dans cette direction-là, en plus maintenant c'est plus réaliste et tout ça, tu vois, les graphismes et tout, la gueule qu'ils ont. Ça peut aller, tu sais, ils vont finir full teubé quoi. En voulant être plus sérieux, ils vont finir full teubé. Et il faut jamais être full teubé. Non, bah non, faut jamais être full idéalement, il faut esquiver. Mais alors, mec. Ok, mais mécanique-wise, c'est-à-dire au niveau de... Bon, ben voilà, c'est jeu de combat, si on parle de... Parce que t'es un joueur de jeu de combat. Ouais, enfin, j'aime bien ça. T'as un stick arcade. Je suis un enfant de la baston. T'es un enfant de la baston, t'aimes bien la bagarre. T'as un stick, j'ai un stick arcade, bien sûr. Ouais. Bon, ben voilà. Donc... Bah, c'est... Ils ont apporté des nouveautés là, au fur et à mesure, parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés pures dans cet épisode-là. Là, la plus grosse nouveauté par rapport aux autres, c'est ces 3 styles que tu peux choisir avant le début du combat. Avant ça, tu pouvais en switcher pendant les combats en fait, de style dans les anciens Mortal Kombat. Là, tu choisis avant et ça change un petit peu les coups spéciaux de ton personnage. D'accord. C'est sympa. Il y a quand même une mini profondeur, les mecs. Il y a un petit peu de trucs à creuser, mais après le game system, il est claqué. Enfin, je veux dire, il y a partout là, tu vois sur le nez des gens qui font bah regarde, elle a un infini. Ah bah lui aussi. Ah elle te met un coup si elle veut. Ah ouais, donc c'est pas aussi tight que. Non, c'est déjà Street. Ouais, bah en fait c'est presque l'inverse, tu vois. Street, tu prends Street 4 par exemple, c'est un jeu mais extrêmement sérieux dans ses mécaniques, très carré. Mais qui se prend pas au sérieux. Parce que tu regardes les animations, c'est très cartoon. Tu vois, Ryu qui se prend un coup de poing, il a une tête, les yeux ils sortent, c'est n'importe quoi. Mortal Kombat, c'est un peu l'inverse là. Enfin, tu vois, c'est des mécaniques qui sont pas carrées du tout, qui sont sympas, hein, mais qui sont pas carrées du tout, et un emballage qui se prend au sérieux. Donc, c'est pour ça que j'y vois moi un côté, bon, mais attends, non, sois pas sérieux avec ton truc. Il vaut mieux que tu ailles à fond dans le bon, mais on déconne, que. Attends, je t'amène des personnages qui vont se battre pour sauver le monde et puis on va vraiment faire des jeux de combat maintenant. Non, Mortal Kombat 10 va y avoir un combat majeur probablement au prochain niveau. Après, les gens arrêteront d'y jouer, comme ils ont arrêté de jouer à Injustice et tout ça. Parce que non, c'est claqué comme système de combat. Tu veux que je te dise, moi, Moguri, moi, ça fait des années que je sais que la série, la franchise, d'une manière générale, se prend pas au sérieux. Parce que Christophe Lambert est... Oui. Bah oui, c'est vrai. Assez dit. On va maintenant passer à la critique d'un jeu critique que j'ai réalisé. Oui. Ça fait partie de ces jeux un petit peu phénomènes. Voilà, donc j'ai entendu parler, je voyais des jeunes, parce que comme vous le savez, bon, nous on est un petit peu des lurkers, hein, on va sur Internet, on regarde comme ça. Faut savoir qu'on a Internet déjà. Voilà, déjà on a Internet. Et puis on essaie de flairer les tendances un petit peu pour être trendy, quoi. Et là, Five Nights at Freddy's, ah putain, il y a plein de jeunes qui en parlaient. Oh, dis donc, ça fait peur. D'accord. Eh ben, j'y ai jeté un œil et j'y ai fait une critique. Et on regarde ça tout de suite. Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. J'en rigole souvent, mais parfois, j'ai vraiment peur d'être trop vieux pour ces conneries. Et j'ai à la fois peur d'être ce relou qui veut à tout prix rester jeune dans sa tête. À mon époque, ce personnage sortait en boîte, mettait des vêtements fluo, écoutait du rap ou de la musique électro, et faisait preuve d'une extrême compréhension lorsqu'il s'agissait de juger nos goûts de merde en matière de tout, en fait. Aujourd'hui, je suis peut-être ce vieux,
Un vieux qui s'intéresse à un style de phénomène qui date de plusieurs mois et à côté duquel il est manifestement passé. Five Nights at Freddy's. On en est déjà au 3e épisode, figurez-vous. Merde! Déjà que j'avais raté tout le délire Slenderman. Développé par le Texan Scott Cawthon, la série des Five Nights at Freddy's a débuté il y a un peu moins d'1 an. Les travaux de Scott ont suscité très vite beaucoup d'enthousiasme qu'on pourrait expliquer par la nature même de ce type de jeu. Un FNAF, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, c'est typiquement le genre d'expérience que tu partages quand t'es un caster, streamer, youtubeur, enfin tu vois le délire. Dans la mesure où la quasi-totalité de ce qu'on expérimente est basée sur le jumpscare, vous savez là, quand on sursaute parce qu'on s'est fait surprendre, ce qui est intéressant à regarder devient du coup la réaction du joueur, et plus le jeu lui-même. Et c'est vrai que dans le domaine du jumpscare, FNAF 3 remplit parfaitement le job. Comme les autres épisodes, vous incarnez ici un gardien de nuit qui, muni de ses caméras de sécurité, doit surveiller 7 fois une attraction basée sur les faits super malsains qui se sont déroulés dans cette pizzeria il y a 30 ans. Parce que ouais, il y a une histoire, mais elle est chelou. Et elle comprend des délires d'animatronique, de lapins bizarres, de tueurs psychopathes et d'enfants. Comme son nom l'indique, FNAF 3 vous invite à passer, ou plutôt à survivre, pendant 5 nuits dans cet endroit. De minuit à 6 du mat, vous passez donc votre temps à checker des caméras de sécurité. Vos actions sont en effet plutôt réduites ici, tout comme votre mobilité d'ailleurs. Vous pouvez tout au plus bouger la tête de droite à gauche. Ce principe de balayer du regard ce qu'il y a devant vous est effectivement très efficace si l'on a envie de vous surprendre. Des films comme les Paranormal Activity utilisent par exemple cette technique pour générer de la flip. Heureusement, vous n'êtes pas totalement passif dans votre salle de sécurité. Lorsque vous switchez entre les différentes caméras, vous apercevrez parfois Springtrap, le lapin malade qui veut vous faire la peau et que vous devez donc tenir éloigné de vous. L'idée, c'est donc d'attirer le lapin dans une pièce adjacente et si possible loin de vous, en activant le système audio. Voilà, c'est ces petits rires d'enfants bien malsains que vous entendez. Des caméras ont également été installées dans les conduits d'aération, au cas où, parce que le lapin peut maintenant passer par là pour vous atteindre. Si d'aventure vous l'apercevez, bah déjà vous vous chiez dessus, et ensuite vous fermez cette ventilation en double-cliquant. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas systématiquement faire confiance à la technologie ici. Et il arrive régulièrement que la ventilation, les caméras et l'installation audio tombent en panne. Vous devez alors rebooter les systèmes, soit séparément, soit tous ensemble, ce qui prendra un peu plus de temps. Et là encore, ce sont autant d'occasions pour le jumpscare de se faire plaisir. D'autant que Springtrap, le lapin chétan, n'est pas le seul à vous tourmenter ici. Il est le seul à pouvoir vous tuer, certes, mais c'est pas de vous mettre la misère. Toujours à base de jumpscare, avec en prime au moins un système qui saute. Du coup, on est relativement content quand 6 heures sonnent. Même si entre chaque nuit, on a droit à ce petit jeu d'arcade pas vraiment gai en fait, qui se termine pas vraiment bien en fait. On a à peine le temps de souffler qu'on doit réenchaîner une nuit de boulot. Et plus on avance dans le jeu, plus on se fait pressuriser. La flip fonctionne donc bien, vraiment bien pour être honnête, mais elle est extrêmement facile ici, le jumpscare étant juste le moyen le moins prise de tête pour te faire accélérer ton rythme cardiaque. C'est facile et pas spécialement innovant par rapport aux 2 premiers épisodes. Avec 3 titres sortis en moins d'1 an, on ne peut pas s'empêcher de penser que Scott Cawthon aurait pu se contenter de ne sortir qu'un seul jeu, mais avec toutes les bonnes idées dedans. La volonté de monétiser son affaire est peut-être trop ostensible, mais après tout c'est son problème. Un 4e volet a d'ailleurs récemment été annoncé et devrait sortir à la fin de cette année. En somme, si vous êtes puceau, streamer ou peu exigeant, Five Nights at Freddy's 3 pourrait éventuellement vous divertir pendant plusieurs jours. Tous les autres profils ne verront ici qu'un bon trip d'une soirée. Alors voilà, donc efficace quand t'es un profil faible face au jumpscare. Okay. Voilà, parce que faut bien comprendre que le jeu, il est en grande partie, en majorité, basé là-dessus. Ouais. C'est-à-dire, voilà, bon bah ça, bouh. Oula. Voilà, c'est idiot, hein. C'est idiot, mais voilà, ça fonctionne et j'ai aucun doute quant au fait que quand ton activité ou ton job c'est caster, c'est tu streams des choses, bah ouais, c'est efficace. Ça explique en partie, j'imagine, ce style d'engouement qu'il y a eu autour de cette série. Ouais, et ça c'est assez... moi ça m'emmerde ça, parce que tu vois, on sait maintenant que en fait la plupart des jeux peuvent se vendre par camion entier. Du simple fait qu'un gros caster, du PewDiePie ou quelqu'un comme ça, a fait quelques vidéos dessus. Ouais. Ça peut suffire à faire cartonner un jeu. On a vu ça même des exemples sur des jeux qui étaient sortis il y a longtemps, Skate 3.
il avait cartonné en occasion, il était au sommet des ventes, même au-delà du 9. Parce que un mec, je crois que c'était PewDiePie, mais je suis pas sûr que c'était lui, avait fait des vidéos en disant « Oh, regardez les bugs, c'est rigolo, on peut faire plein de trucs. » Donc leur influence est immense. Ouais. Et voilà, ces mecs-là, ces jeux comme donc, Five Nights at Freddy's, dont tu m'as dit que ça ressemblait un peu à Slenderman dans le principe, dans le principe dans les mécaniques qui font que ça marche. Voilà, parce et dans l'effet de mode aussi, c'est-à-dire, on en parle partout sur Internet, c'est destiné à une tranche d'âge quand même, enfin je veux dire, c'est pour les teenagers, hein, c'est pas pour les... Quand t'es un adulte, quand t'as 30+, non, c'est pas là-dessus que tu vas te chier dessus, c'est pas là-dessus que tu vas passer ta soirée, mais oui, ça fonctionne. Voilà, c'est des trucs qui marchent parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est des jeux qui sont plus plaisants à voir jouer que à jouer. Parce que voilà, tu vois les réactions. C'est ça, tu vois, ils sont calibrés pour ça, quoi. Ouais. Enfin, et en plus, je veux dire, tu sais, c'est ce côté, c'est le végétarien des jeux vidéo, ce genre de jeu. C'est-à-dire que tu peux pas jouer, tu joues pas à Slenderman ou à Five Nights at Freddy's sans en parler. Ouais. Si tu joues, c'est pour en parler, c'est pour dire, moi j'ai joué à ça, ou regardez-moi y jouer. Voilà. Comme regardez-moi manger une salade. Non, parce que moi je mange des salades, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Et je suis dans la superfood un petit peu. Chevret, des baies de goji, voilà tout ça. Donc c'est ça, tu vois, c'est pareil. Ces jeux, ils sont faits pour ça. Ils n'ont aucun intérêt à jouer tout seul. D'un point, juste au niveau des mécaniques, c'est très sommaire. Tu prends pas de plaisir. Il n'y a pas de phase de skill à proprement dit. Enfin, non. C'est pas là-dessus que tu prends ton plaisir, c'est effectivement dans le partage, mais au final, c'est pas une si mauvaise chose. Non, dans les faits, c'est pas une si mauvaise chose, mais là, c'est du... Enfin, moi, voilà, ce que je trouve, c'est surtout ces jeux qui sont plus amusants à voir jouer qu'à jouer. Bon, je sais pas, tu vois, je sais pas. Et c'est surtout quand tu vois, voilà, l'influence qu'ont ces gros casters, c'est flippant comme influence. Enfin, il faut s'en rendre compte, c'est une influence qui est vénère. Bah, qui est déjà bien plus grande que la nôtre. Qui est supérieure à la nôtre. Et ce qui est complètement fou quand tu regardes, enfin, je veux dire, la puissance dont on peut faire preuve de manière régulière sur les ondes. Là, t'as le Kojima de la presse française, quand même. Voilà. Et là, tu as le David Cage. Non, attends. Ça va mal se passer. Non, pardon. Tu as le... C'est pas grave, t'es le Moguri de la presse française. Voilà, c'est déjà pas mal. Et figurez-vous que ces deux personnalités, donc c'est bon, on a bouclé le Five Nights at Freddy's, on a dit ce qu'on voulait dire, tout ça. Ben, figurez-vous que ces deux personnalités, entre autres, avec le Ramanac que vous commencez à connaître, vont vous présenter dans 2 semaines un nouveau classé 18+. C'est ça qui est intéressant. Et c'est que je voulais dire aussi. C'était le message, en fait, c'était le message qu'on voulait faire passer dans cette émission. On se revoit dans 2 semaines. Voilà, c'est ça. Pour un classé 18+, avec du contenu. Avec du contenu. Donc j'espère que le message est passé. Nous, voilà, c'était pour ça qu'on était mis à la base. Voilà, c'est tout pour nous ce soir. Voilà, retrouvez-nous aux têtes de 10h tous les jeudis. Et sur Twitch. Et sur Twitch. Bonne soirée bonne semaine. On se retrouve dans 2 semaines avec du contenu et avec les faits. On le redit une fois? Non. Parce qu'on l'a dit plein de fois. Ouais, mais je pense bonne soirée. Allez, soirée bonne. À dans 2 semaines. On a du mal à se quitter. Ouais. C'est vous qui raccrochez.